Bien, bonjour à tous. Voilà, nous revoilà réunis pour cette troisième séance. On va partager à nouveau une demi-heure sur utiliser Excel pour gérer sa trésorerie prévisionnelle. Alors, aujourd'hui, on va surtout faire du Excel, c'est-à-dire qu'enfin, je vais vous montrer le fameux tableau dont je vous parle depuis trois séances. Donc, je vais vous montrer effectivement comment on le remplit, comment on l'utilise. Donc, on va vraiment se mettre en situation concrète. D'accord? Comme si effectivement j'avais à élaborer un budget prévisionnel et on va voir un petit peu donc, les étapes préalables et en même temps comment tout se passe. Alors, juste d'abord, avant de démarrer concrètement, je vous propose donc de vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu pendant ces deux premières séances. Donc, dans un premier temps, on a vraiment traité de la gestion de trésorerie au cœur du fonctionnement économique d'entreprise, économique et financier. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est que le fonctionnement économique, avec le problème de rentabilité que ça pose, quels sont les problèmes qui sont posés par le décalage financier, et finalement, quel est l'impact que tout ceci peut avoir sur la trésorerie. Ensuite, et c'était la fois dernière, on a essayé de voir ensemble quels sont les leviers sur lesquels on peut agir sur la gestion de trésorerie. On a parlé donc beaucoup de décalage financier, on a parlé de BFR conjoncturel, on a parlé effectivement de gestion des stocks, gestion du compte client, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on va utiliser tout ce savoir-faire qu'on a acquis pendant ces deux premières séances pour effectivement voir un petit peu comment tout ceci, on le matérialise concrètement dans un tableau qui se veut être opérationnel, donc, voilà, et que j'ai élaboré donc pour cette séance. Voilà. Donc, c'est donc la thématique qu'on va développer. Donc, je vais vous présenter le plan de trésorerie dynamique. Alors, avant de rentrer concrètement dans le remplissage de ce tableau, juste quelques mots d'introduction, quelques planches d'introduction sur finalement l'environnement qu'il y a autour de ce plan de trésorerie. Alors, c'est important, et ça on l'a déjà vu, mais je vous le rappelle, de bien dire que le plan de trésorerie prévisionnelle se situe, comme son nom l'indique, dans un contexte de prévisionnel et donc dans un contexte de business plan. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement d'essayer de maîtriser autant que faire se peut son futur. Alors, son futur, on va essayer de le maîtriser d'abord d'un point de vue de l'activité, autrement dit, est-ce que notre activité est suffisamment rentable? Et donc, ça, c'est tout l'enjeu de la construction du compte de résultat prévisionnel. Voilà. Et une fois qu'on aura vu si effectivement ce compte de résultat prévisionnel est satisfaisant, eh bien, on va s'intéresser au décalage financier que cela induit et donc à l'impact que cela va avoir concrètement sur le financement et plus précisément sur la trésorerie. Donc, d'un point de vue prévisionnel, vous avez deux tableaux des flux qui caractérisent le business plan. D'une part, le compte de résultat prévisionnel et d'autre part, donc, le tableau des flux prévisionnels. Alors, ce tableau des flux se décline, on va le voir aujourd'hui aussi, de deux manières différentes. Vous avez soit le plan de financement qui reprend globalement l'ensemble des flux de l'année, et puis vous avez le tableau de trésorerie qui se décline au mois le mois. Donc, ces tableaux de flux s'inscrivent dans une démarche prévisionnelle, et c'est ainsi effectivement qu'en connaissant et qu'en prenant appui donc, sur le bilan financier de départ, tel qu'on va le faire, eh bien, compte tenu de ces flux de liquidité, eh bien, on va déterminer au bout du compte le bilan financier prévisionnel. Et on peut dire finalement que ces trois états qui sont ainsi élaborés, que vous aurez donc dans l'outil que je vais vous présenter, finalement, le compte de résultat prévisionnel, le tableau des flux prévisionnels et le bilan financier prévisionnel, ces trois états constituent finalement les restitutions que l'on demande, d'accord, quand on est dans une phase donc, de détermination d'un business plan. Autrement dit, ce sont trois éléments constitutifs du business plan. Bien. Donc, du coup, effectivement, bien voir l'interaction qu'il y a entre le compte de résultat prévisionnel, je rappelle, dans
l'idée est de mesurer la performance économique, donc qui est vraiment centrée sur la rentabilité d'exploitation de l'entreprise, et le tableau des flux qui met en évidence donc l'impact de ces décalages et la conséquence, autrement dit, hein, l'impact que tout ceci aura sur finalement la variation de trésor. Alors, avec une interaction, bien sûr, entre ces deux tableaux qui est extrêmement important de mettre en évidence. Alors, l'approche classique des plans de trésorerie, telle que c'est souvent élaboré, eh bien, c'est une approche en fait globale. C'est-à-dire qu'on traite globalement des encaissements. C'est-à-dire qu'on va vous mettre tous les encaissements clients, finalement, les emprunts que j'ai pu contracter, éventuellement les apports. Bref, on met en évidence tous les encaissements, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, et sans les trier en fonction de leur fonction. Même chose pour les décaissements. On met en évidence donc chacun des décaissements fournisseurs, décaissements des autres charges, paiement d'annuités, éventuellement versement des dividendes, etc. Et là, on aboutit donc effectivement à une variation de trésorerie que l'on suit et donc un solde mensuel de trésorerie. Ce qui veut dire effectivement que du coup, on est en mesure, et c'est important, de pouvoir suivre mensuellement sa trésorerie à partir de ce type de tableau. Et donc, on est en mesure de pouvoir anticiper donc, les décisions futures de trésorerie. Autrement dit, est-ce que je suis en situation de placement et combien je peux placer, pendant combien de temps? Est-ce que je suis en situation de besoin de trésorerie? Quel est le montant que je dois négocier auprès de mon banquier par rapport à un éventuel découvert que je pourrais avoir à tel moment? Bien. Donc, ce tableau de trésorerie classique permet effectivement de suivre mensuellement la trésorerie. Le problème, selon moi, que pose cette forme de tableau de trésorerie, hein, qui met en évidence donc, globalement les flux, c'est qu'en fait, ça ne permet pas d'analyser les causes de variation de la trésorerie. Et ça se contente simplement de mettre en évidence les encaissements et les décaissements. Bien. Du coup, je propose donc un plan de trésorerie dynamique qui permette, bien sûr, un suivi mensuel de la trésorerie et donc de prendre les décisions et d'anticiper donc la gestion future de cette trésorerie, que ce soit positif ou négatif, au même titre que le plan de trésorerie classique, mais qui permet aussi d'analyser, c'est le petit apport de ce type de tableau, les causes de variation de la trésorerie. Et l'idée, c'est de mettre en évidence donc une connexion entre finalement les principaux leviers de gestion qui vont déterminer cette trésorerie finalement. Et le seul trésor. Autrement dit, on va mettre en évidence tous les déterminants de la trésorerie. Chacun de ces déterminants constituant un levier sur lequel effectivement je peux agir. Alors évidemment, l'élaboration de ce tableau de trésorerie, ce tableau, ce n'est pas un tableau qui est effectivement construit, griffonné au coin d'une table en mettant les encaissements, décaissements. C'est un tableau qui doit être réfléchi, qui s'inscrit dans une démarche effectivement d'analyse prévisionnelle, on l'a déjà dit, et donc ça veut dire effectivement que l'élaboration de ce tableau requiert un certain nombre de prérequis. Et en particulier, évidemment, on doit s'appuyer sur un bilan de début de période, qui va vous indiquer donc la situation originale. On va s'appuyer sur un compte de résultats prévisionnel qui aura été forcément construit au préalable. Et enfin, on va s'appuyer aussi sur une planification de l'activité pendant les 12 mois à venir, en tenant compte en particulier de tous les effets de saisonnalité qui peuvent se produire. Sachant que, en fait, ce plan de trésorerie que je vais vous présenter, eh bien, il va finalement s'articuler autour de, la compréhension, je dirais, ou l'impact de l'ensemble des opérations économiques sur les flux de liquidité, ce qu'on appelle le free cash flow, hein, on l'a vu pendant les 2 séances précédentes, et en même temps,
la réponse financière que je vais avoir par rapport à ce free cash flow, sachant que le free cash flow, bien sûr, il a vocation à être positif, mais le jour où je suis en situation d'investissement, ben je peux être, ou en situation de forte croissance, je peux être en situation donc, de free cash flow négatif, sans pour autant que l'entreprise soit pas rentable. Et donc, du coup, il sera important, effectivement, à ce moment-là, qu'il y ait donc une réponse financière qui soit appropriée. C'est l'enjeu du cash flow financier. Donc, ce free cash flow met en évidence, en fait, eh bien, la variation de trésorerie d'exploitation, autrement dit, toute la trésorerie qui résulte directement de mon fonctionnement du quotidien. Et puis, ça prend en compte aussi ces autres opérations économiques qui se réfèrent donc aux immobilisations, alors que ce soit les investissements ou que ce soit les cessions d'immobilisation. La synthèse des deux nous donnera le free cash flow. Alors, si maintenant on essaye effectivement de décomposer donc cette variation de trésorerie, ces immobilisations donc, en levier, on va dire que la variation de trésorerie, elle est fonction de l'excédent brut d'exploitation. Et je rappelle que l'excédent brut d'exploitation, on l'a vu aussi pendant les 2 séances précédentes, c'est vraiment ce cash potentiel généré par l'activité d'exploitation. C'est vraiment la trésorerie que mon activité devrait dégager en faisant abstraction de tout décalage financier. Autrement dit, en supposant que les encaissements se font comptants et que les charges sont aussi elles-mêmes payées comptant. Donc, les produits sont encaissés comptant et les charges sont décaissées comptant. Donc ça nous donne le BE, qui est vraiment l'excédent brut d'exploitation, qui est vraiment ce cash potentiel. Ce cash potentiel, on va le corriger de l'impact des décalages qui résultent, comme on l'a vu, des cycles de production, l'existence de stocks, de matières premières, de produits finis ou de marchandises, et qui résultent aussi du cycle commercial, le fait que les clients, comme on l'a vu aussi, peuvent payer donc avec un certain délai de paiement, ou de même, nous-mêmes, entreprises, nous pouvons aussi payer nos fournisseurs avec un certain délai. Donc, tous ces décalages qui peuvent être positifs ou négatifs vont donc corriger mon EBE et déterminer effectivement cette variation de trésorerie d'exploitation. Donc, cette variation de trésorerie d'exploitation, d'accord, compte tenu donc, de l'ensemble des opérations sur le qui nous donnera le free cash flow, tout ceci étant financé par le cash flow financier, lequel cash flow financier donne lieu à la contribution des actionnaires, que ce soit sous forme d'augmentation de capital en plus ou en moins sous forme de dividendes, contribution du banquier qui peut prêter de l'argent et qui effectivement récupère des intérêts. Donc, le tableau que je vais vous présenter là maintenant, il va s'articuler autour de ces différents leviers. Voilà. Et là maintenant, donc, je vous propose de passer donc, dans cette deuxième phase. Donc, je vais changer de... Je vais passer sur Excel. Je vais donc, changer mon transfert d'écran. Alors, là, c'est passé. Partager l'écran. Voilà. Je vais chercher mon plan de trésorerie. Voilà. Alors, donc, nous sommes sur le plan de trésorerie. Donc, c'est un plan de trésorerie dynamique. C'est le nom de ce tableau. Alors, je vais vous le présenter d'abord rapidement, sa structure générale. Et ensuite, très simplement, on va le remplir. Alors déjà, c'est un tableau, on saisit toutes les zones grisées, bien entendu. C'est ce que j'indique ici. Donc, on part d'un bilan initial, on remplit, on va le faire. Voilà, donc on rentre le bilan de départ. Voilà. On rentre quelques informations complémentaires, c'est-à-dire qu'effectivement, la créance client, il est important, effectivement, de déterminer quelle est la part de cette créance client qui sera encaissée moins 1 ou encaissée moins 2. Donc, on indique le montant qui est encaissé moins 1. Par différence, il détermine lui-même donc l'encaissement du mois 2. Même chose pour les fournisseurs, même chose pour les organismes sociaux. On indique l'annuité en cours donc pour l'emprunt qui est ici, donc l'emprunt résiduel.
on reporte donc le montant des intérêts. Et ensuite, point extrêmement important, pour la construction ultérieure du tableau, on indique effectivement donc, les délais de paiement des clients. Autrement dit, est-ce que les clients paient à 30 jours, 60 jours, etc. Donc, c'est un multiple de 30. Autrement dit, si le client paye entre 0 et 30, on mettra 30. Si le client paye entre 30 et 60, on mettra 60. En fait, ça va intervenir dans la construction de notre tableau des flux. Donc, même chose pour les dettes fournisseurs, même chose pour les fournisseurs de frais généraux. Ensuite, on remplit donc le compte de résultat, très simplement. Voilà, donc il détermine évidemment l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation et le résultat net. Bien. Et puis, du coup, on donne aussi quelques informations sur l'élaboration du plan de financement. Le plan de financement, je rappelle que c'est effectivement la synthèse des flux de liquidités sur une année. Donc, l'investissement, à quel moment il aura lieu, l'emprunt contracté, donc son montant, le mois, la durée, le taux d'intérêt. On verra que la mensualité est calculée automatiquement. On indique les dividendes, l'apport. Et ensuite, effectivement, donc les tableaux se construisent tout seuls. D'accord? Donc, le plan de financement est élaboré. Voilà. Et par rapport, évidemment, pour construire le tableau de trésorerie, il faut indiquer le coefficient de saisonnalité. Autrement dit, hein, on suppose, alors si évidemment, il s'agit d'une, si c'est linéaire, on indique effectivement un douzième, un douzième, un douzième. Donc, on indique un coefficient qui va permettre de déterminer la saisonnalité. À partir de là, donc, le compte de résultat prévisionnel sera rempli. Voilà. Et ensuite, le fameux plan de trésorerie qu'on commentera tout à l'heure, donc se remplira automatiquement. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de le remplir très rapidement. Vous allez voir, ça prend 3 minutes, d'accord? Et on prendra du temps ensuite pour effectivement le commenter. Alors ici, donc, on est sur les zones grisées, on ne remplit pas évidemment les zones de calcul. Donc, on est au 1er janvier donc, 2020. Voilà, le montant des immobilisations brutes, donc je vais rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer effectivement comment on procède. Donc les amortissements cumulés, 60 000, donc là c'est vraiment du recopiage. Donc la créance client, stock, il n'y en a pas, là, donc créance client, 30 000. Hop, la dette fournisseur, elle est de 13 000. La dette vis-à-vis d'organismes sociaux est de 10 000. Voilà, le BFR se calcule automatiquement. On remplit donc le solde de banque qui est de 9 000 et on aboutit au total actif. Le capital social correspond aux capitaux engagés apportés par les actionnaires, donc 20 000, on le note. Les réserves qui correspondent, je le rappelle là aussi, hein, aux résultats des exercices antérieurs qui à ce jour n'ont pas encore été distribués, 64 000. Donc là, je recopie toujours. Le résultat de l'exercice précédent, 12 000. Voilà. Et le montant de l'emprunt, 10 000. Donc, notre bilan est ainsi rempli. Ici. Voilà. Donc, ensuite, on indique effectivement que s'agissant effectivement de la créance client, eh bien, il y en a 20 000 qui seront payés le mois 1. Dette fournisseur, donc du coup, par différence, il me calcule ce qui sera payé le mois 2. La dette fournisseur, on indique effectivement qu'il y en a 13 000 qui seront payés le mois 1. Il s'agit de la totalité, donc pas de paiement le mois 2. Même chose pour les organismes sociaux, 10 000. L'annuité de l'emprunt en cours, on l'indique aussi, alors il s'agit donc d'une annuité de 2 000, dont le montant des intérêts qui est compris dans l'annuité s'élève à 200. Voilà. Et on indique les délais des créances clients. Donc, créances clients 30 jours.
dette fournisseur 30 jours et les fournisseurs de frais généraux, eux, paient comptant. On saisit donc le compte de résultat prévisionnel avec le chiffre d'affaires qui est donc de 560 000. Voilà. Le coût d'achat, 160 000. Voilà. Donc, la marge brute se calcule automatiquement. Les frais généraux, 100 000. Les salaires, 150 000. Charges sociales, 120 000. Voilà. L'amortissement, il est de 20 000. Les frais financiers, d'accord, eux, les frais financiers, donc, se calculent automatiquement à partir effectivement de ce qui a été donné plus haut, pardon, et en tenant compte aussi donc, de l'emprunt que l'on va contracter. Et éventuellement résultat exceptionnel. Là, je n'ai pas prévu de résultat exceptionnel. Donc, on indique l'investissement, donc le montant. Voilà, bon, montant d'investissement, qui est donc de 60 000. Le mois de réalisation, voilà, et la manière dont cet investissement sera financé. Donc, l'investissement est financé ici par un emprunt, 55 000. D'accord. On le contracte le 8e mois, la durée est de 5 ans et le taux d'intérêt est de 2%. Voilà. Et derrière, donc, les dividendes, on verse des dividendes, on indique le mois de versement de ces dividendes. Voilà. L'apport, là, on a jugé qu'il n'y avait pas besoin d'apport. Le BFR se calcule automatiquement. Alors attention, là, le BFR apparaît comme extrêmement élevé parce que le BFR tient compte de l'ensemble des encaissements qui ont été réalisés au cours de l'année et qui, eux, seront déterminés plus bas. Voilà. Donc là, du coup, il ne tient compte que des factures et de ce que les clients devaient au départ. Bien sûr, ça va être ensuite réajusté. Donc, du coup, le plan de financement n'a aucun sens là, puisque effectivement, il prend en compte ce BFR, mais ça va être réajusté. Ça va être réajusté. On va y revenir ensuite dans le commentaire. Ça va être ajusté par le coefficient de saisonnalité. Donc, je vais intégrer le coefficient de saisonnalité et on va ensuite faire un petit commentaire des différents tableaux. Alors, on suppose que le premier mois, d'accord, on va réaliser 0,7% du chiffre d'affaires. Le mois 2, on va réaliser 0,6%. Le mois 3, on va réaliser 0,9%. Le mois 4, on va réaliser 0,10%. Ensuite, 0,11, moins 5, moins 6, 0,8, moins 7, 0,05, moins 8, pareil, 0,05, moins 9, 0,12, moins 10, 0,9, moins 11, 0,9 et moins 12, 0,9. On veille d'abord à ce que le total soit bien égal à 1. Ça veut dire que 100% du chiffre d'affaires a donc été réparti au cours des mois. Bien, alors du coup, on va remonter plus haut pour constater ensemble que, bien sûr, du coup, le BFR il s'est réajusté. Bon, voilà, donc là, ça correspond à la réalité du BFR compte tenu de ce qui a été facturé et de ce qui a été encaissé. Même chose pour la dette fournisseur qui, elle, est réajustée. Elle correspond bien à ce que je dois aux fournisseurs en fin d'année compte tenu de ce que je leur devais au départ, de ce que je leur ai acheté, de ce que je leur ai payé. Et même chose pour les organismes sociaux. Donc, on a bien le BFR qui apparaît de 20 000. Du coup, si on raisonne globalement, eh bien, on voit que d'un point de vue global, eh bien, le BE de l'année s'élève à 30 000. Okay, donc ça, c'est le cash
potentiel, c'est ce que je devrais normalement récupérer. On voit que la variation du BFR a été de 19 000, ce qui veut dire que la réalité, ce que j'ai touché, eh bien, c'est effectivement 11 000. D'accord ? Compte tenu de mon investissement de 100 000, je me retrouve avec un free cash flow de moins 49 000. Bon. Comment ça a été financé ? Eh bien, essentiellement par un emprunt. Et donc, au bout du compte, on se retrouve avec une variation de trésorerie de 4 140. Et donc, nous y voilà maintenant donc, à ce fameux plan de trésorerie. Et en fait, ce plan de trésorerie, pour le déterminer, on est passé par un compte de résultat prévisionnel mensuel et in fine, on aboutit sur ce fameux plan de trésorerie. Alors, l'intérêt de ce plan de trésorerie, c'est qu'en fait, dans sa construction, on met d'abord, vous avez une ligne ici, la ligne 170, qui met en évidence la variation de trésorerie d'exploitation, telle qu'elle est déterminée à partir des encaissements clients, moins l'ensemble des décaissements. Bien. L'intérêt, c'est que ensuite, ça nous permet effectivement par construction d'expliquer cette variation de trésorerie en mettant en évidence le BE mensuel. Alors, le BE mensuel, on l'a déterminé ici, donc au niveau de notre compte de résultat mensuel, et en tenant compte, d'accord, de la variation du BFR qui, elle, est calculée par différence. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on voit bien que, certes, en première année, ben oui, j'ai effectivement une trésorerie qui a chuté de 23 000, mais cette chute de trésorerie, elle est essentiellement liée à la forte progression du BFR et très peu à l'EBE. Et donc, effectivement, ce n'est pas un problème d'efficacité, mais c'est un problème de décalage qui fait qu'aujourd'hui, ben, effectivement, je voudrais qu'un BFR qui a très fortement progressé. On voit effectivement que, par contre, au mois numéro 2, d'accord, on a effectivement un EBE qui, du fait de l'effet de saisonnalité, puisque je rappelle que le mois 2, c'est le mois où effectivement on a effectivement une saisonnalité à 6%. D'ailleurs, ce que je vais faire pour le mettre bien en évidence, un affichage, je vais donc fractionner. Ça me permettra de mettre en évidence, voilà. Ça me permettra de mettre en évidence effectivement le fractionnement. Donc du coup, si je reviens à mon plan de trésorerie, donc on voit bien que effectivement là, j'ai une baisse conjoncturelle de mon activité qui impacte mon activité, mais je récupère du BFR puisque mon activité a baissé. Du coup, ma trésorerie a progressé, car le BFR a progressé plus vite. Donc, du coup, je me trouve un accroissement d'activité, alors que mon activité, effectivement, ce mois-là est déficitaire. Et ainsi de suite, le mois. Et on en arrive finalement à ce que je voulais vous montrer, la situation paradoxale donc des mois 8 et 9 que je vous ai mis en jaune. Alors, pour resituer le contexte de ces 2 mois, le mois 8, c'est la phase de creux, okay, baisse d'activité, c'est le plein été. Mois 9, ça redémarre, mon activité est en plein bout, au contraire. Okay. Et donc, je me retrouve très naturellement avec un EBE négatif au mois 8, puisqu'effectivement, je suis en baisse d'activité, c'est un effet conjoncturel qui est lié au mois d'été. Et le mois 9, au contraire, je me retrouve avec une croissance importante de mon activité qui se matérialise par un EBE extrêmement positif. Mais ce que l'on voit, au bout du compte, c'est que, effectivement, certes, j'ai un mois 8 qui a une baisse d'activité, mais comme cette baisse d'activité a déjà eu lieu au mois 7, et bien du coup, mon BFR, lui, il n'a pas bougé. Et donc, du coup, c'est moins 10 000 que j'ai au niveau de l'EBE, je les retrouve en trésorerie négative. Et donc, ma trésorerie négative, elle est de moins 10. Moins 9, je me retrouve avec une trésorerie négative qui est aussi de moins 10. Sauf que cette trésorerie négative de moins 10, elle n'est pas liée à la performance de l'entreprise, puisque là, je montrais que le BE est positif, mais elle est liée à la forte croissance du BFR. Et donc, je peux agir sur les leviers du BFR qui vont me permettre effectivement de réajuster éventuellement cette trésorerie.
Ce que je veux dire par là, c'est que si on avait mis en évidence les encaissements moins les décaissements, ce qu'on met en évidence classiquement dans les plans de trésorerie, on aurait eu -8, -9, les chiffres strictement identiques. 28, 28, 8, 8, 10, 10, -10, -10. Pourquoi? Parce que finalement, les encaissements et les décaissements ont été, au bout du compte, les mêmes au -8 et -9. Et pourtant, la situation de ces 2 mois est complètement différente. Il y en a une, le -8, où effectivement, je suis au creux de la vague parce que mon activité est effectivement en baisse et donc, du coup, j'ai besoin de trésorerie du fait de cette baisse d'activité. Alors que le -9, je suis au sommet, mon activité est en plein boom, mais du coup, j'ai mon BFR qui lui aussi s'est accru. Et donc, du coup, ça nous permet à nous de pouvoir réajuster sur ces leviers qui vont effectivement me permettre de comprendre cette gestion de trésor. Donc, du coup, on se retrouve au bout du compte avec finalement eh bien, la variation de trésorerie qui apparaît in fine, et donc la conséquence du free cash flow, comme on l'a dit, et de la réponse financière. Donc, vous avez ici la trésorerie qui apparaît, d'accord? Voilà. Et in fine, donc on se retrouve in fine avec un solde de trésorerie à 4 000. Ça vous permet de voir à quel moment vous êtes négatif, le pourquoi vous êtes négatif, d'aller négocier avec le banquier. Par exemple, là, je suis à -19. Oui, mais ce -19, il est lié essentiellement à la croissance du BFR. Donc, le banquier est légitime pour effectivement contribuer au financement donc, de ce découvert. Et enfin, pour terminer, eh bien, le bilan financier prévisionnel qui se remplit automatiquement et qui vous permet ainsi d'avoir toutes les facettes, tous les attributs, je dirais, du business plan. Vous retrouvez donc compte de résultat prévisionnel, plan de financement, sa déclinaison mensuelle au travers du plan de trésorerie et le bilan financier. Voilà, cet outil, il est à votre disposition. Vous aurez une version vierge que vous pourrez remplir. Alors attention, vous ne remplissez que les zones grisées, d'accord? Et vous aurez l'exemple qu'on a traité aujourd'hui, sur lequel, effectivement, vous allez pouvoir vous appuyer. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petit cycle de 3 séances. Ça a été rapide. Alors évidemment, j'ai simplifié les choses. J'ai essayé de vous donner l'essentiel. Et l'idée, ça a été surtout, c'était un petit peu la philosophie de ces 3 séances, c'est de vous donner finalement un outil, d'accord, simplifié, qui vous permette effectivement de comprendre et d'agir sur cette trésorerie. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère peut-être vous voir en cours un de ces jours. Voilà, au revoir.